webinaire des jeudis de la compliance et le thème de ce soir. Alors, si tout le monde peut se mettre sur mute. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je me permets de muter tout le monde pour éviter en tout cas pour le moment, pour éviter les sons parasites. Donc, le thème de ce soir sera donc les institutions financières au cœur du développement économique. Oui. Non. Il y a aussi, c'est bon. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Si vous pouvez simplement couper votre son pour éviter que ça perturbe. Voilà. Les interventions, ce sera plus simple. Donc, le thème de ce soir est consacré aux institutions financières au cœur du développement économique en Afrique, notamment. Et nos 4 intervenants de ce soir sont Maître Mamadou Konaté, donc ancien garde des Sceaux du Mali et avocat au sein du cabinet jurisconsulte au barreau de Paris et du Mali. Pierre Laporte, qui est fondateur du cabinet Gouvernance et ancien directeur juridique de nombreuses grandes entreprises. Halima Keita, RCCI au sein d'un gestionnaire de fonds, et Mathias Chichportich, avocat au barreau de Paris, qui vont nous parler ce soir donc, de ce sujet. Et je laisse tout de suite la parole à Halima pour introduire ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Peut-être pour introduire, je vais plutôt laisser Maître Konaté parler quelques minutes et après je prendrai la parole. Très bien. Halima, je te remercie, Anne-Sophie aussi, pour saluer simplement ce public qui nous fait l'honneur de participer à ce webinaire appelé les Jeudis de la compliance. Le sujet, c'est les institutions financières au cœur du développement économique et nous avons eu l'occasion de tenir un premier séminaire qui a vu la participation d'un certain nombre de personnes, dont sans doute quelques-uns qui sont parmi vous. Ce deuxième séminaire va parler donc des institutions financières qui sont véritablement au cœur du développement et la problématique de la compliance est regardée par rapport donc à ces institutions financières. Qui parle d'institutions financières parle d'épargne, qui parle d'épargne parle de fonds, qui parle de fonds parle de maniement de fonds, et qui parle de maniement de fonds parle non seulement de maniement de fonds du point de vue du pays dans lequel est située l'institution financière par rapport au pays dans lequel l'institution financière est amenée à rentrer dans un processus de transaction et de coopération. Et nous savons pertinemment que le commerce international joue un rôle important et les institutions financières ne peuvent pas aller sans ce rôle-là, sans jouer ce rôle-là. Et c'est ce rôle-là qui aujourd'hui est de plus en plus exposé et qui pose donc la problématique essentielle de la compliance. Tour à tour, Halima Keita plus Mathias et Pierre Laporte vont devoir, avec moi-même, prendre la parole sur ce sujet-là pour vous entretenir tout le long de ce webinaire. Je vais donc laisser la parole à Halima qui va donc devoir commencer et c'est Halima qui va être lead dans le cadre de cette présentation. Halima. Il faut que tu remettes ton micro, Halima, on ne t'entend pas. Vous m'entendez? C'est mieux? C'est bon, merci. Ok, très bien. Bonsoir à tous. Pour commencer effectivement sur cette thématique de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, je vais m'appuyer sur un article qui est paru en septembre 2020 qui vraiment va un peu souligner le contexte dans lequel on se trouve et l'ampleur finalement de cette thématique aujourd'hui, la lutte contre le blanchiment ou encore la lutte contre le financement du terrorisme.
Donc, en 2020, il y a un article qui s'appelle la FinCEN Files. C'est le centre de renseignement financier des États-Unis qui publie souvent donc, des rapports sur des déclarations de soupçons. C'est un peu l'équivalent de TRACFIN, qui après une enquête par un consortium de journalistes d'investigation, qui a publié que le montant estimé de blanchiment des capitaux qui trafiquent finalement dans les circuits bancaires s'élèverait sur les 20 dernières années à plus de 2100 milliards de dollars au cours des dernières années. Donc aujourd'hui, on a un secteur bancaire qui est l'un des plus régulés au monde, le secteur de la banque notamment. Et malgré ce contexte de règles, de contrôle, ce secteur reste encore très poreux face aux crimes financiers. Donc, ce secteur est vraiment sujet au blanchiment, qui aussi a des impacts, et encore le financement du terrorisme, qui a un fléau vraiment international à ce jour. Donc, ça montre un peu l'ampleur de ce sujet aujourd'hui. Et malheureusement, l'Afrique n'est pas en reste, et l'Afrique est tous aussi impactée, notamment parce que c'est un continent qui reste très propice à beaucoup de crimes, de délits, notamment en raison aussi de son cadre institutionnel qui est fragile, et aussi malgré des conventions, des textes juridiques adoptés récemment par les différents pays, l'application dans ces pays reste très limitée en termes de cadre juridictionnel sur les textes internationaux. Donc voilà, ça brosse un peu le panorama qui s'offre à nous et au regard de l'Afrique. Donc le blanchiment impacte beaucoup aujourd'hui l'Afrique parce que c'est aussi un continent qui a la particularité d'avoir un secteur informel très prépondérant. Donc l'Afrique aujourd'hui a finalement un paradigme, c'est un paradigme qui fait que c'est très différencié de l'Occident, où on a un cadre institutionnel défini. Par exemple, on sait qu'en Occident, de manière générale, ce n'est pas possible de payer en liquide au-delà d'un certain montant, à partir d'une certaine somme. Notamment en France, au-delà de 1 000 €, on ne peut pas faire de transactions financières en liquide. En Afrique, dans le contexte africain, c'est complètement différent parce que finalement, la majorité des transactions est effectuée en liquide. Et l'Afrique a un rapport assez spécifique avec la liquidité parce que l'Afrique, les gens, en fait, considèrent que avoir de la liquidité, finalement, c'est la sécurité. Notamment dans les populations rurales, la liquidité circule énormément. Et notamment aussi parce que le secteur informel est très, très présent en Afrique. Par exemple, la Banque africaine de développement estime à environ 55% la contribution du secteur informel au PIB de l'Afrique subsaharienne. Donc, et à côté de ça, on a aussi une particularité en Afrique qui est que la bancarisation n'est pas du tout développée. Le taux de comptes bancaires, donc de comptes détenus par les individus, dépasse à peine les 20% selon les statistiques de la Banque mondiale. Donc, quand on a dit tout ça, on voit un peu le panorama qui se dresse dans un contexte africain où on a des États qui ont signé des conventions qui doivent être appliquées, qui essaient de faire partie de l'effort de lutte contre ces fléaux qui sont les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Mais pour autant, on a un contexte africain qui a ses modèles spécifiques. Il faut peut-être gérer aussi cette lutte, cette participation à cet effort global qui est la lutte contre le blanchiment. Donc, peut-être pour continuer un peu sur le paradigme africain, donc on l'a dit, l'économie informelle est très présente. Et cette économie informelle est présente aussi parce que c'est surtout un amortisseur social finalement. La plupart des gens qui exercent dans l'informel en Afrique, c'est soit des commerçants, des mécaniciens, des taximans. Souvent, c'est des métiers qui ont été appris sur le tas ou bien de père en fils, parce qu'il faut subvenir à ses besoins. On n'a pas de cadre institutionnel solide qui puisse faire
on intègre l'économie formelle. Donc, souvent, les gens ont tendance aussi à se sentir bien finalement dans ce cadre, dans ce contexte d'économie complètement informelle. Et donc, l'Organisation internationale du travail dit à juste titre que le passage de l'économie informelle à l'économie formelle est un gage de développement économique parce que ça contribue notamment à augmenter le niveau de vie des populations et aussi le taux de bancarisation. Et donc, du coup, on voit le sujet que pose notamment ce faible taux en Afrique, qui est donc une chaîne où on a l'économie informelle, le taux de bancarisation et finalement un développement économique qui s'en ressent. Donc, voilà. Après, quand on a dit ça, donc l'idée n'est pas ici de débattre donc de ce contexte économique, mais surtout de souligner l'enjeu que représente cette thématique en Afrique à un moment où, en plus du blanchiment des capitaux qui découle de beaucoup d'autres crimes et du fait que l'Afrique puisse être un terrain propice au développement de ces crimes et au blanchiment des profits qui en résultent, on a un contexte terroriste qui est accentué, notamment dans l'espace sahélo-saharien, et qui touche aujourd'hui beaucoup d'économies, notamment en Afrique de l'Ouest. On a vu le cas au Nord Mali, qui s'étend aussi en Algérie ou au Niger à côté, le Tchad, voilà. Enfin, autour de la zone CEDEAO, il y a toute cette problématique qui fait que maintenant, chaque pays autour de cette zone est de plus en plus impacté par la problématique du terrorisme. Donc, la lutte contre le terrorisme aussi devient un fléau vraiment primordial pour stopper ces éléments-là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de débattre de ces enjeux et de voir finalement comment on peut insuffler une culture compliance à l'échelle des institutions, parce que cette problématique le semble imminente aujourd'hui, et comment on peut renforcer les pratiques des institutions en matière de blanchiment d'argent pour parer à ces phénomènes dont on a parlé aujourd'hui. Anne-Sophie, est-ce qu'on peut changer de slide? Encore. Donc là, on a parlé un peu du cadre d'informel dont je viens de parler. On va passer peut-être dans le vif du sujet. Avant de commencer, parce qu'on a un public assez large, je vous propose de rappeler un peu les concepts théoriques du blanchiment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par blanchiment? Quels sont les mécanismes qui interviennent lorsqu'on parle de blanchiment d'argent? Alors, je prends le cas de l'exemple du code français, mais qui finalement recoupe très bien la définition qu'en donnent toutes les instances internationales. Dans le code pénal français, donc, on a un certain nombre d'épithètes qui sont utilisées pour caractériser donc, ce phénomène de blanchiment des capitaux, mais aussi du financement des terrorismes. Par exemple, pour le blanchiment proprement, donc, parce qu'il y a la notion de blanchiment des capitaux et la notion de financement des terrorismes. Donc, le blanchiment, finalement, ça va être toute opération qui va viser à faciliter, donc par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus qui sont issus des délits ou de crimes, ou des crimes qui ont procuré à la personne qui l'a commis des profits. Ça va être donc apporter son soutien à cette personne et l'aider donc à dissimuler l'origine des fonds ou l'aider à convertir le produit de son crime et l'intégrer dans le système dit licite, dans les circuits normaux, tout en sachant que ces fonds viennent d'origine illicite. Alors, la particularité de cette définition, donc, quand on dit que la personne aide, il n'a pas besoin en fait de prouver que la personne savait qu'il y a eu blanchiment. Il suffit qu'il y ait un certain nombre de facteurs objectifs qui tendent vers l'implication pour qu'on puisse être incriminé finalement de blanchiment des capitaux. Ça, c'est propre donc au blanchiment. Et le blanchiment, donc, comme on l'a compris, l'objectif, c'est vraiment de passer des fonds illicites à un fonds, à lui donner une apparence licite. Alors que dans le cas du financement du terrorisme, les fonds peuvent venir à la fois de fonds licites ou de fonds illicites. Puisque l'objectif ici, c'est vraiment l'objet vers quoi on va. Qu'est-ce qu'on fait avec le bien, avec les profits de ce crime? Est-ce qu'on finance le terrorisme?
Donc, finalement, on ne regarde pas si comment dire, en fait, l'objectif, ce qui fait que le financement du terrorisme change du blanchiment, c'est que l'origine des fonds peut être licite ou illicite. Alors que dans le cas du blanchiment des capitaux, l'origine, clairement, elle est illicite à la base et l'objectif, c'est de l'amener vers quelque chose de licite. Donc, c'est un peu la définition qu'en donne le code pénal. Et les crimes ou délits soulignés sont aussi de 2 catégories. On va d'abord trouver les profits tirés de crimes et délits où on va parler d'argent noir. C'est tous les profits tirés de crimes de type trafic de stupéfiants, vente d'armes, contrebande, escroquerie, contrefaçon, extorsion de fonds, grand banditisme. Donc, tous ces types prostitution, esclavagisme, travail des enfants, tout ça va rentrer dans ce qu'on appelle l'argent noir. Pour autant, ça reste licite. Et bon, c'est des phénomènes qui sont difficiles à quantifier, mais globalement, c'est des fléaux qui sont estimés à au moins 12% parfois du PIB de certains pays. Après, on a ce qu'on appelle aussi l'argent gris. Donc, cette fois-ci, c'est l'argent qui est tiré de délits commis finalement par des cols blancs. Ce n'est pas, à la différence de l'autre type, ce n'est pas du trafic d'êtres humains ou trafic d'organes, mais ça va être tous les délits de type corruption, détournement de fonds, détournement de biens sociaux, trafic d'influence, mais ça peut aussi être de la fraude fiscale. Ça peut aussi être de la fraude fiscale. Donc voilà, globalement, c'est les crimes et délits sous-jacents à la thématique, mais l'objectif vraiment encore, c'est de donner une apparence légale à ces fléaux, au fonds qu'on tire de ces fléaux, en les jetant dans l'économie réelle. Alors, dans le contexte du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme, on va parler de 3 phases précisément. Les criminels, donc, lorsqu'ils essaient d'injecter les fonds dans l'économie, vont passer par 3 phases. Ces 3 phases-là, alors, ne sont pas forcément successives, mais ça peut être des phases qui sont intercalées entre eux, ou bien des phases qui sont faites à la fois, ou parfois des phases qui sont faites en silo. La première étape, donc, quand on parle de blanchiment, c'est le moment où le criminel va essayer d'injecter l'argent dans l'économie. La première phase, ça, c'est ce qu'on appelle le prélavage ou le placement. L'objectif, donc, au moment du placement, ça va vraiment être d'essayer de déposer les fonds pour dissimuler l'origine illicite. On est dans cette première phase où, au prélavage, il s'agit d'introduire des bénéfices illégaux qui viennent de crimes, de délits dans le système financier. Et le placement a souvent lieu à proximité du lieu du délit. Donc, on essaie de se démunir matériellement des capitaux illégaux en les introduisant dans les circuits financiers. On peut passer par des achats de biens de consommation, des dépôts sur des comptes bancaires ou encore injection de capitaux dans des entités dont l'activité font que finalement on collecte de l'argent liquide. Par exemple, la restauration, les boîtes de nuit, les casinos, etc. Donc ça, on est dans l'introduction de bénéfices illégaux au niveau du prélavage. Après, on a la phase de l'empilement, qui est aussi nommée lavage. Là, il s'agit d'une succession de transactions qui va faire en sorte qu'ils vont avoir pour lieu de supprimer finalement les liens entre les différents fonds. On peut séparer les fonds en plusieurs lots et on va essayer de les injecter de manière différente. Ça peut être une personne qui a une somme qui veut l'introduire et comme par exemple le dépôt en liquide est limité à un certain montant, mais la personne va fractionner son montant, déposer aujourd'hui une partie et peut-être 2 ou 3 jours redéposer et 2 ou 3 jours encore redéposer. Donc, dans ce cas de situation, l'analyse en fait conjointe de l'opération, il faut les agréger pour pouvoir vraiment avoir le global picture de l'opération de blanchiment qui est en cours. Ça, c'est la phase de l'empilement ou lavage. Après, on a la phase de recyclage et là, elle va permettre de justifier l'origine licite de l'argent. Donc, on essaie de recycler, donner une apparence complètement licite. Et lors de cette phase, l'objectif, du coup, va être d'essayer d'effectuer des opérations avec l'argent de manière à vraiment brouiller les pistes de tout ce qui s'est passé avant et donner l'aspect licite de ce qu'il en ressort. On peut, par exemple, avoir des achats de biens immobiliers, des achats d'instruments financiers qui, du coup,
lorsqu'on va utiliser ces biens en les revendant, on va justifier l'origine finalement d'une richesse qui va venir d'un bien immobilier ou de placement financier, alors que depuis l'origine, c'était de l'argent sale. Donc, globalement, c'est ces trois phases qui interviennent dans le blanchiment des capitaux et que les professionnels, dans leur analyse, vont essayer de détecter pour voir si on est dans un cas de blanchiment ou pas. Peut-être deux autres notions qui sont importantes peut-être par la suite, c'est la notion de bénéficiaire effectif et la notion de PPE. La notion de bénéficiaire effectif est assez centrale aussi dans toute la réglementation autour du blanchiment parce que l'objectif, c'est vraiment de viser qui est derrière l'opération, qui est le bénéficiaire final de l'opération. Et pour ça, donc, ce bénéficiaire effectif, ça peut être au niveau, par exemple, d'une société, la personne qui contrôle la société, ou en termes de droit de vote, la personne qui détient plus de 25% des droits de vote d'une société. Globalement, on cherche vraiment à voir qui derrière a le contrôle de l'opération, qui en bénéficie in fine. Parce que souvent, dans les opérations de blanchiment, c'est que les criminels essaient de faire, c'est de faire des montages juridiques parfois complexes pour brouiller les pistes et pour qu'on ne sache pas finalement qui est le destinataire final. Donc, la notion de bénéficiaire effectif va essayer de préciser finalement qui va tirer profit de l'opération in fine. Après, on a la notion de PPE, donc des personnes politiquement exposées. Et cette notion aussi a été renforcée récemment, notamment dans la réglementation internationale, parce qu'elle vise à essayer d'identifier tous les actes qui relèvent de corruption par des hauts dirigeants de pays ou de hauts fonctionnaires en fait d'État. Et donc, ça va être président, des ministres, les cadres de cabinets ministériels, ça peut aussi des hauts fonctionnaires d'État. Donc, toutes les personnes à la fois étrangères, donc des membres d'organismes internationaux, et récemment, avec la 5e directive française, on a aussi rajouté les personnes politiquement exposées, mais nationales, donc les présidents de partis politiques, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir les actes de corruption, de détournement de fonds que peuvent facilement effectuer ces personnes-là de par leur statut et de par le pouvoir qui leur est accordé et le pouvoir d'influence qu'ils peuvent avoir autour d'eux ou dans les décisions d'un État pour facilement utiliser les statuts et détourner des fonds. Alors, on peut peut-être partir au slide suivant une fois qu'on a parlé un peu de ce cadre académique. Non, j'avais déjà même, en fait, Anne-Sophie, j'avais même, bon. On a un micro qui est ouvert. Désolée. Voilà, très bien. Bon. Alors, moi, je vais leur dire que j'ai pris le barème de chez vous. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait fermer le micro qui est ouvert? Anne-Sophie, tu peux regarder si le micro de qui c'est? Je crois que c'est bon. Super, merci. Alors, autour de la coopération internationale en matière de blanchiment. Là, on présente rapidement un peu les organes qui gouvernent un peu la thématique et qui pilotent, on va dire, la coopération internationale autour de ça. Il y a bien sûr les premiers textes de l'ONUDC, c'est tout ce qui est convention contre la criminalité transfrontalière et la corruption, qui ont été un peu des textes fondateurs, dont le premier texte datait de 1988 et qui aussi par la suite a donné lieu à la naissance du GAFI. Donc le GAFI, c'est Groupe d'action financière pour l'acronyme. C'est un organe intergouvernemental qui a été créé en 1989 et au sein duquel l'objectif, c'est de définir des standards internationaux en matière de blanchiment des capitaux. Et plus récemment, et par la suite aussi, il a été investi de la mission de lutte contre le financement du terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001. Donc, le GAFI regroupe actuellement 39 membres, dont 37 pays et deux organismes régionaux. Et donc, le GAFI a émis un certain nombre de recommandations, donc c'est des standards internationaux. Il y en a actuellement 49, 40 donc, au titre de la lutte contre le blanchiment et 9 au titre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Donc, ces 49 donc, recommandations sont vraiment des standards internationaux sur lesquels l'ensemble des économies se base pour essayer de définir, de décliner l'arsenal qu'ils mettent en place pour lutter contre le fléau de la lutte contre le blanchiment. Donc, le GAFI, donc au sein du GAFI, on va notamment trouver tout ce qui est tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays. Enfin, il n'y a pas forcément de définition géographique parce qu'on va trouver des pays asiatiques, des pays du Moyen-Orient, mais l'objectif étant d'essayer d'avoir un cadre renforcé de lutte contre le blanchiment et un dispositif efficace pour pouvoir intégrer l'organisme. Donc, à ce titre, souvent, quand les pays demandent à intégrer, il y a des pays qui sont en observation avant pour voir s'ils peuvent, leur cadre est assez propice pour venir, pour entrer dans le GAFI, et d'autres qui sont notamment des juridictions que le GAFI identifie comme étant des juridictions à risque. Elle va définir, le GAFI va par exemple définir 2 listes, une liste grise, qui sont des juridictions sous surveillance, qui comptent actuellement une dizaine de pays. Donc, le GAFI estime que c'est des pays qui ont un dispositif de lutte fragile, donc qui présentent des vulnérabilités. Et on a une liste noire qui va contenir des pays dont on estime qu'il ne faut vraiment pas faire d'opérations, ou quand on fait des opérations avec ces pays, il faut être extrêmement vigilant parce que le cadre, le dispositif de lutte contre le blanchiment est très, très fragile. Donc, par exemple, sur la liste noire, on va trouver l'Iran et la Corée du Nord. Et dans la liste grise des pays sous surveillance actuellement, il y a 5 pays africains, dont un pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont sur surveillance au titre de ces vulnérabilités-là. Donc, on a le GAFI, donc, qui est vraiment l'organe fêtière au niveau international. Et au niveau régional, donc, on a d'autres organes qui vont un peu s'associer en quelque sorte au GAFI, notamment en Afrique. En Afrique occidentale, on a le GIABA et le GABAC. Donc, le GIABA, c'est le groupe intergouvernemental, en fait, c'est le groupe, l'équivalent du GAFI, mais au niveau Afrique occidentale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pardon. Donc, c'est vraiment l'équivalent du GAFI au niveau d'Afrique de l'Ouest, et il a été créé depuis les années 2000. Et le GABAC va être aussi un organisme de type GAFI, mais pour l'Afrique centrale. Donc, qui vont tous, de toute façon, essayer de décliner les 49 recommandations que le GAFI définit au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, au niveau des acteurs, on vous a identifié, donc, il y a Egmont Group au niveau international. C'est finalement un forum d'échange opérationnel qui regroupe l'ensemble des cellules de renseignement financier à l'échelle internationale. Il y a notamment toutes les cellules de renseignement financier européens, américains, mais aussi l'ensemble des cellules de renseignement financier de la zone franc en Afrique sont membres de l'Egmont Group. Et ce groupe va avoir comme objectif vraiment les échanges d'informations autour des transactions financières pour essayer de détecter les flux criminels dans le système financier. Après, on a donc l'Europe. Au niveau européen, peut-être pour parler donc, un peu plus réglementation, l'Europe a défini des directives qui encadrent vraiment toute la lutte contre le blanchiment au niveau européen. Donc, actuellement, nous sommes à la 5e directive. S'il y a eu des directives successives depuis la création du GAFI, et actuellement, celle qui est en application, c'est la 5e, et ils sont en train de préparer la 6e. Aux États-Unis, les textes donc, qui vont encadrer les problématiques de blanchiment et de financement du terrorisme sont d'une part le Bank Secrecy Act, c'est tout ce qui est blanchiment des capitaux, et au niveau de l'US Patriot Act, on va avoir tous les textes qui vont avoir tendance à réguler toutes les problématiques de financement du terrorisme. C'est vraiment un texte qui a été renforcé depuis les attentats du 11 septembre et que les États-Unis utilisent vraiment pour sauvegarder leur intégrité territoriale, mais aussi un peu tous les intérêts qu'ils peuvent avoir un peu partout dans le monde. On a parlé notamment de la problématique de l'extraterritorialité américaine la dernière fois lors de la première session de webinaire. Au niveau des acteurs, peut-être pour parler, parce que c'est des acteurs importants sur la scène internationale, en Europe, donc on a Moneyval qui va être un groupement finalement d'acteurs, d'experts
qui ont pour vocation d'évaluer le dispositif européen de lutte contre le blanchiment. Il va émettre des recommandations, par exemple, pour renforcer le dispositif européen. On a la FinCEN et le département du Trésor américain qui vont appliquer tous les textes qui vont veiller au respect des textes de la Bank Secrecy Act et de l'US Patriot Act. Après, en France, actuellement, donc on a l'AMF qui va être le régulateur de tous les acteurs de la gestion financière, de la gestion d'actifs, et l'ACPR qui va être l'organe qui supervise vraiment les banques, les assurances, tous les autres institutions financières françaises. Et TRACFIN, bien sûr, la cellule de renseignement financier français. Au niveau national, donc en Afrique, on a parlé du GABA qui est l'équivalent du GAFI, le GABAC qui est aussi l'équivalent du GAFI en Afrique centrale et GABA pour l'Afrique de l'Ouest. Et les textes qui s'appliquent donc au niveau de l'Afrique, ça va être la directive de l'UEMOA parce qu'il y a une directive qui a aussi été adoptée dans l'espace économique de l'UEMOA qui va reprendre un peu les recommandations, finalement, c'est la déclinaison des recommandations, des 40 recommandations du GAFI, mais cette fois-ci appliquée à l'espace de l'UEMOA. Et cette directive date de 2015, donc elle est beaucoup plus récente que les textes européens qui ont plusieurs décennies déjà de vie et de pratique. Après, donc, au niveau de chaque pays africain, peut-être pour parler de ça, la directive de l'UEMOA va être transposée au niveau local. Elle est transposée, donc chaque pays va définir un peu ses seuils applicables pour les transactions, par exemple, en liquide, ou la limite des transactions, les modalités finalement qui vont encadrer l'application de la directive au niveau national, et notamment en matière de sanctions judiciaires, qui va être calibrée sur les lois nationales, globalement. Et au niveau de chaque pays africain, on a ce qu'on appelle des CENTIF. C'est l'équivalent, finalement, des cellules de renseignement financier de TRACFIN. Donc, les cellules nationales de traitement des informations financières, chaque pays, en tout cas de la zone franc, a une cellule. Et ces cellules sont en charge vraiment de collecter toutes les informations relatives aux transactions financières et ils font la coordination avec les autres cellules de renseignement au sein de l'Egmont Group notamment. Et c'est ces cellules-là qui sont censées aussi collecter les déclarations de soupçons lorsqu'on a des soupçons sur des opérations. Et c'est ces cellules-là qui sont censées collecter ça. Et ils ont aussi un rôle finalement de sensibilisation des acteurs nationaux sur les problématiques des blanchiments au niveau national. Donc, voilà, globalement, pour un peu dépeindre la gouvernance internationale qu'il y a autour de la thématique, je vous propose de repasser sur la slide suivante. Voilà, donc maintenant qu'on a dit tout ça, on a parlé un peu du cadre du blanchiment, qu'est-ce que c'est, les mécanismes, la coopération internationale autour de tout ça. Donc, pour une institution financière africaine, finalement, comment appréhender le sujet ? Quand un régulateur, on va dire une autorité de régulation vient dans une institution financière pour contrôler le sujet du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, la première des choses qu'on va lui demander, c'est donc de quoi est constitué votre dispositif de lutte. Et ce dispositif doit être adapté à l'activité de chaque institution. Donc, il y a un programme de conformité défini et ce programme de conformité doit comprendre un certain nombre de cadres pour que le cadre soit efficace. Donc, la première des choses, ça va être déjà une cartographie des risques. Au regard de l'activité de l'institution, donc au regard de l'activité, quels sont les risques auxquels vous faites face lorsque vous faites votre activité et comment vous appréhendez ces risques au regard du blanchiment. Comment vous vous assurez finalement que votre activité ne couvre pas des opérations de blanchiment. Et au regard de ça, c'est vraiment une revue, par exemple, on va dire une revue du parcours client de bout en bout. Lorsque j'onboard un client, comment je m'assure du pédigré de ce client, comment je fais pour surveiller l'ensemble des transactions que ce client va faire au sein de mon institution et comment je vais suivre au fil de l'eau toutes les activités que la personne fait
pour m'assurer que je ne suis pas en train d'être complice finalement d'une opération de blanchiment. Donc, la cartographie des risques a pour objet ça, d'identifier chaque risque sous-jacent à l'activité de l'institution. On va aussi lui demander quelles sont les procédures, les politiques et procédures que vous avez en interne et qui font que vous communiquez avec vos collaborateurs pour qu'ils appliquent des process internes et qui s'assurent que des contrôles, par exemple, sont effectués et qui sont en conformité avec la réglementation. Donc, les politiques et procédures sont vraiment super importantes parce que c'est finalement ce qui va dessiner le cadre opérationnel de l'institution. Donc, c'est important qu'il y ait des politiques et des procédures et que l'institution puisse démontrer que ces politiques et procédures sont opérationnelles. Après, il y a donc la désignation d'un responsable de la conformité, sujet qui est même un peu plus large que le blanchiment, mais qui va concerner vraiment toute la problématique de la conformité avec la CRD4 notamment. C'est vraiment que chaque institution doit être dotée d'un responsable de la conformité. C'est anciennement ce qu'on appelait un déontologue. C'est quelqu'un qui va s'assurer que l'institution est vraiment en rapport avec les cadres de déontologie de sa profession, éthique, et s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts interne, par exemple. Donc, le responsable de la conformité va s'assurer aussi de la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs à la thématique du blanchiment et aussi effectuer le rôle de relais aussi pour tout ce qui est ces problématiques-là. Et parfois, la plupart du temps, en tout cas en France, le responsable de la conformité ou quelqu'un de son équipe est le relais avec les cellules de renseignement financier pour reporter, lorsque besoin, tous les soupçons de déclaration de transactions suspicieuses. On a aussi donc le dispositif de contrôle interne, très important. C'est vraiment le cadre qui va permettre à une institution de s'assurer que périodiquement, elle effectue des contrôles pour s'assurer que son dispositif n'est pas sensible, n'est pas fragile au regard des activités qu'elle fait et que son dispositif ne couvre pas des opérations suspicieuses finalement. Donc, le dispositif de contrôle interne va se baser sur un plan de contrôle, par exemple, ou un dispositif de contrôle à plusieurs échelles, un contrôle de premier niveau, un contrôle de deuxième niveau qui est souvent incarné par la conformité et un contrôle de troisième niveau qui va être souvent effectué par l'audit interne ou des prestataires externes. Après, donc la sensibilisation et la formation. Ça, c'est une modalité vraiment très importante qu'on retrouve un peu partout dans toutes les directives actuellement en place à l'échelle internationale, aussi bien en Europe, aux États-Unis ou en Afrique. Dans la directive UEMOA, on retrouve aussi cette nécessité de sensibilisation, de formation à la problématique du blanchiment parce qu'on est dans un cadre très évolutif avec des technologies qui sont de plus en plus affinées et les criminels utilisent vraiment des pratiques de plus en plus techniques et digitales aussi pour effectuer des opérations de blanchiment. Donc, la formation doit s'adapter à l'activité de l'entreprise, mais aussi aux évolutions technologiques. Et ce qui est important aussi dans les textes qu'on retrouve, c'est que la formation doit être régulière. Si parfois il y a des textes qui vont juste mentionner régulière ou périodique, il est de très bonnes pratiques que cette formation doit être souvent annuelle ou à minima au moins une fois chaque 2 ans, lorsque l'entreprise ou lorsque l'institution estime que son activité finalement ne comporte pas des risques élevés de blanchiment. Après, donc, le dernier point qui est quand même très, très fondamental et qui est souligné très, très important dans les recommandations du GAFI, c'est l'évaluation des risques. Alors, l'évaluation des risques, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'adapter chaque diligence aux risques sous-jacents de blanchiment que ça comporte. L'objectif ici est qu'on ne veut pas définir un cadre où on coche des cases à dire telle entité je dois collecter ça et puis voilà, c'est bon. Mais c'est vraiment pour chaque institution de regarder, au regard de son dispositif interne, quel est son rapport avec des activités susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement des terrorismes. Donc, on va avoir une approche de risque interne
qui va prendre en compte la typologie des clients qu'on aura, les canaux de distribution qu'on a pour nos produits, mais aussi les localisations géographiques, par exemple. Donc, et ce qu'a apporté cette évaluation des risques, cette approche des risques, c'est vraiment du coup d'essayer de calibrer les diligences au regard de la lutte contre le blanchiment en fonction du risque sous-jacent que porte un client ou une activité. Donc, pour chaque client, on va analyser le profil du client, son activité, pour voir au regard de l'activité que je veux faire avec cette personne, des transactions que cette personne va réaliser, quel est son degré de risque. Et on va même mettre en place un scoring de risque pour essayer de lier la personne à un risque donné et par conséquent aux diligences qui doivent lui être adaptées. Ça, c'était globalement, donc, pour une institution, quel programme de conformité LCBFT doit être implémenté et lorsque un régulateur donc, vous demande de lui présenter votre dispositif de lutte contre le blanchiment. On va passer à la slide suivante, peut-être pour un peu plus détailler cette approche des risques. Donc voilà, de l'évaluation des risques au KYC. Comme je le disais tout de suite, l'approche des risques, donc on va faire un focus dessus parce que c'est vraiment un peu le cœur de la lutte, de l'analyse des institutions face aux problématiques qu'on gère aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'une institution va essayer de calibrer son risque, son degré de risque, le degré de risque qui est sous-jacent à son activité, il va prendre plusieurs visions par rapport à un client. Il va regarder déjà le client, quelles sont ses caractéristiques. Est-ce que je suis face à un client? On a encore un petit problème de micro, désolé. Donc, on va prendre le client. Quelles sont les caractéristiques du client? Est-ce que je suis face à un client qui a un travail identifié, dans un secteur identifié, avec un salaire? Est-ce que je suis face à un client qui a une activité qui est du coup passible ou fragile, enfin, une activité qui peut facilement couvrir du blanchiment? Donc, on va vraiment prendre un paramètre un peu détaillé du client pour voir le profil du client, l'activité. Si c'est une société, est-ce qu'elle exerce dans quelle industrie? Est-ce que c'est une industrie qui est plus sujet au blanchiment? Par exemple, est-ce que je suis face à un casino ou est-ce que je suis face à un particulier, monsieur XY, au hasard, un professeur d'école dont le salaire est relativement connu et auquel on sait qu'il n'y a pas beaucoup de risques, son salaire varie d'un mois à l'autre. Alors qu'une société ou un casino, les flux peuvent varier et en plus, on sait que ce type d'activité est plus sujet à de la liquidité, donc peut-être plus susceptible d'être impacté par le blanchiment des capitaux. Donc, il y a d'abord les caractéristiques du client. Après, il y a la nature des produits et services qu'on offre. Est-ce que je suis dans un produit relativement simple qui n'est pas sensible du coup au blanchiment? Est-ce que c'est une industrie? Est-ce que je suis aussi, par exemple pour l'institution, est-ce que j'offre juste des dépôts, des comptes bancaires à des clients relativement simples? Ou encore, est-ce que je suis dans un fonds d'investissement où je sais que, par exemple, je n'ai pas une activité où je reçois des dépôts, de la liquidité des dépôts de clients et que du coup, finalement, vu que l'argent ne rentre pas chez moi, mon exposition au blanchiment est peut-être faible. Donc, on va vraiment prendre en compte les produits que l'institution offre à ses clients ou les services qu'elle offre pour voir comment on peut calibrer ce degré de risque. Après, les canaux de distribution aussi sont importants parce que, ou encore les conditions de réalisation, ça va poser un peu la problématique de est-ce que j'ai quelqu'un en face ou pas. Le canal de distribution, ça peut être, par exemple, est-ce que j'offre des produits sur Internet, donc je n'ai pas de contact direct avec le client. Finalement, je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Donc, dans ces cas-là, il y a un peu plus de probabilité peut-être que la personne derrière soit une organisation, un groupe ou juste une personne qui fait peut-être du blanchiment. Alors que si j'ai une personne physique face à moi, je peux facilement jauger, me dire, OK, le canal, il est plus direct, j'ai un contact direct avec le client et donc,
je peux me faire une idée d'apparence, est-ce que cette activité est du blanchiment ou pas. Souvent, les activités où la distribution se fait à distance comportent un risque un peu plus élevé que les activités physiques où j'ai le client en face. Après, les zones géographiques. La zone géographique, ça va être finalement, est-ce que mes clients sont localisés dans des territoires sensibles, des territoires ou des juridictions sous surveillance, par exemple, du GAFI, ou est-ce que je suis sur des zones qui sont identifiées plutôt safe parce que tout est relatif, hein, mais c'est plus dire est-ce que je suis dans des zones géographiques où le dispositif de lutte contre le blanchiment est un peu plus structuré. Donc ça va rentrer en compte et en fonction de tous ces éléments-là, on va essayer d'avoir un scoring de risque qui va, selon les institutions, alors là j'ai catégorisé en 3 niveaux, risque faible, modéré ou élevé, mais on peut avoir des institutions qui ont des niveaux de risque plus granulaires avec des risques intermédiaires entre ces niveaux-là. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre un curseur sur les activités ou les profils de clients que j'estime à faible risque et les profils de clients qui sont à un niveau intermédiaire modéré ou encore des profils de clients qui ont un risque élevé du fait des différents paramètres dont je viens de parler. Donc, en fonction du scoring qu'on va attribuer à ces niveaux, on va essayer d'adapter les diligences de KYC, donc KYC pour Know Your Customer, pour ceux qui ne le reconnaissent pas. On va essayer donc d'adapter cette diligence-là en fonction des risques identifiés. Et donc, l'objectif du KYC, ça va être donc la connaissance client, hein, dans la traduction claire. Comment je fais pour connaître mon client, pour m'assurer qu'avec ce client, je ne vais pas avoir des problématiques ou des risques de blanchiment. On a toujours le risque, mais comment je vais surveiller de manière globale tout le process du parcours client que j'ai avec la personne pour suivre le client dans cette transaction et effectuer des revues régulières pour m'assurer que le profil reste adapté à ce que j'ai identifié. Donc, dans les diligences de KYC, on a différents niveaux. D'abord, au niveau de l'identification, donc c'est au moment de l'entrée en relation, on dit, avec le client, on va essayer d'identifier donc le client, qui j'ai en face de moi, une pièce d'identité, quelle est son activité, où est-ce qu'il habite, pourquoi il a besoin de mes services, quel service je vais lui offrir. Donc, vraiment, on identifie le client. Après, l'étape d'après, c'est on a rencontré, on va signer un contrat d'ouverture de compte avec le client. Il m'a fourni des pièces d'identité. Comment je m'assure il faut vérifier ces pièces d'identité. Est-ce que je suis vraiment face à la personne qu'il a dit qu'il était? Et ça, par exemple, dans le cas du canal de distribution où je vous disais que les ventes à distance, par exemple, les relations à distance sont un peu plus risquées, c'est un peu plus sensible parce que je n'ai pas la personne en face de moi. Donc, je ne peux pas m'assurer que la photo, par exemple, qui me présente est effectivement la personne avec laquelle je corresponds. Donc, la vérification va vraiment essayer de s'assurer que la personne la personne avec laquelle je parle est bien la personne à qui je parle, en fait. Donc, ça va être la collecte des documents juridiques probants qui vont m'aider à m'assurer que l'identité de cette personne, c'est bien confirmé, je parle bien à la personne à qui qu'il prétend être. Donc, ici aussi, ce qui va être un peu plus sensible, ça va être d'identifier les bénéficiaires effectifs et de savoir si cette personne est une personne politiquement exposée ou pas. Donc, l'identification du bénéficiaire effectif va avoir pour objet de me dire, est-ce que lorsque cette personne effectue des opérations, est-ce que c'est bien pour elle-même ou est-ce qu'il y a une autre destinataire qui n'aurait pas été déclarée? Ça va être un peu plus touchy, notamment dans les cas de construction juridique complexe. Par exemple, lorsque je suis avec une société qui a avec une société qui crée une société fictive ou une société offshore qui est localisée ailleurs. Donc, forcément, il y a une construction juridique un peu opaque. Je ne sais pas à qui je parle. L'objectif, ça va être d'aller déterminer qui est le bénéficiaire final de cette société. Donc, la problématique du bénéficiaire effectif est importante parce que non seulement on doit identifier la relation directe qu'on a, mais on doit identifier et vérifier aussi l'identité du bénéficiaire effectif. Et c'est souvent
cette identification qui est assez complexe, aussi bien dans un cadre africain que dans un cadre européen. Après, on a la problématique donc, de PPE, comme on l'a dit. Dans l'ensemble des réglementations, et ça est d'ailleurs souligné notamment par le GAFI, lorsqu'on est face à un PPE, du fait de sa position finalement de pouvoir ou d'influence de fait de sa relation, on doit appliquer des diligences complémentaires d'identification qui ne vont pas se limiter à des diligences simples, même si le risque peut être faible. Et l'idée n'est pas non plus de dire que par défaut, parce que c'est une PPE, que cette personne va forcément être coupable de blanchiment. Donc, il faut trouver le juste milieu, bien mettre le curseur entre identifier parce qu'il est PPE, donc j'adapte des diligences, et identifier, ben, je l'accuse parce qu'il est PPE, parce qu'il peut faire de la corruption. Donc, parfois, cette chose-là n'est pas évidente à placer, mais n'empêche, l'obligation première est notamment donc d'identifier les PPE. Donc, à travers son activité, est-ce que c'est une personne politiquement exposée? Donc, attention, peut-être ce que je n'ai pas précisé dans cette définition de PPE, c'est que ce n'est pas que la personne directement. Par exemple, je prends le chef d'un parti politique. Il ne s'agit pas que de ce chef-là. La PPE, non seulement on vise la PPE, mais aussi tous les proches collaborateurs du PPE. Quand je dis proches collaborateurs, il faut entendre la famille directe, père, mère, fils, frère potentiellement, ou des personnes qui sont connues pourraient être associées finalement, notoirement associées à cette personne-là. Donc, ça peut être des relations professionnelles, mais dont on sait que cette personne entretient des liens très étroits avec d'autres personnes. Donc, peut-être que si cette personne fait certaines opérations, il y a une probabilité que il y ait des liens avec la PPE ou que la PPE ait facilité finalement la surveillance ou ait facilité l'opération. Ou bien tout simplement, peut-être qu'il y a une concordance pour une opération de corruption, mais ce n'est pas la PPE qui le fait directement parce qu'il est trop exposé. Ça va être un membre de sa famille, un ami très, très proche, connu pour être proche, ou un associé. Donc, cette problématique-là aussi n'est pas toujours évidente à déterminer, notamment dans un contexte africain où on sait que le cadre juridique, parfois, est un peu qui tend vers le pouvoir. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape qui est importante. La troisième étape va être vraiment la surveillance des transactions. Ça aussi, c'est assez sensible parce que quand on a défini le client, on a défini le bénéficiaire effectif et on a identifié, vérifié, on a déterminé qu'il est ou pas une PPE. Et lorsqu'il y a une PPE, il y a des diligences complémentaires qu'on doit faire, notamment voir si sa finance, l'origine des fonds qu'il a amenés est vraiment licite. Donc, il y a une série de diligences qu'il faut faire en ce sens. Maintenant, au quotidien, tout au long de la relation avec le client, il faut qu'on s'assure à surveiller ces transactions et que ces transactions ne sortent pas complètement de la norme qu'il a définie. Parce que quelqu'un qui est particulier, et je prends l'exemple du professeur d'école que j'ai mentionné tout à l'heure, un professeur d'école qui subitement a un montant énorme, des millions et des millions qui tombent sur son compte, alors que pendant 10 ans, c'était des flux réguliers de son salaire qui est relativement connu. On doit se poser des questions. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du blanchiment, mais ça doit juste alerter, au niveau de la surveillance, alerter sur la transaction qui se réalise. Et l'objectif, ça va être d'aller analyser cette transaction, parfois poser des questions à la personne pour essayer de comprendre l'objet de cette transaction-là. Donc, la surveillance vraiment des transactions va porter sur ça. On a identifié le client, on a identifié un peu le cadre dans lequel il va exercer. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des flux anormaux qui vont survenir, qui vont laisser penser que cette personne est en train de s'adonner à quelque chose de pas très net, en gros. Donc, ça va porter sur ça. Et ça aussi, c'est une problématique qui est assez compliquée en Afrique. C'est pour ça que je soulignais tout à l'heure la problématique de l'économie informelle, du taux de bancarisation et aussi de finalement ce rapport socioculturel qu'on a en Afrique avec l'argent liquide. Déposer son compte, il y a encore des populations qui sont très, très réticentes à aller déposer leur argent dans un compte bancaire, ou quand bien même ils vont ouvrir un compte bancaire, eh ben, ces personnes vont avoir tendance à peut-être pas tout déposer. Donc, non seulement on a l'économie informelle, mais l'épargne aussi informelle finalement en Afrique. Donc, ces types de transactions
doivent alerter et canaliser ça est assez compliqué dans un contexte africain. Après, donc, il y a la partie déclaration de soupçons. Je vous parlais donc des cellules de renseignement financier. La déclaration de soupçons, finalement, c'est essayer de reporter à ces cellules-là les opérations qui nous semblent anormales au regard du profil du client qu'on a identifié et au regard des activités qu'on s'attend à ce que ce client effectue chez nous. L'exemple du professeur de colle que j'ai mentionné est très illustratif. Donc, un professeur qui a, je sais pas, je dis au hasard, 50 millions qui tombent d'un coup dans son compte, et s'il n'est pas capable de justifier finalement l'origine de ces 50 millions, eh bien, l'institution doit faire une déclaration de soupçon à l'autorité de régulation pour dire, attention, il y a une opération qui n'est pas très nette au regard du profil. Alors, dans cette déclaration de soupçon, il ne faut absolument pas prévenir le client qu'on est en train d'effectuer une déclaration sur lui. Sinon, on s'expose à des sanctions, on le verra par ailleurs, mais aussi, finalement, on contrecarre l'enquête que la cellule de renseignement est censée effectuer pour déterminer ou pas si cette personne fait du blanchiment ou du financement du terrorisme. Donc, cette déclaration doit rester confidentielle au regard de l'institution et elle ne doit absolument pas être divulguée ni à la personne visée ni à d'autres tiers. Donc, rester vraiment dans le cadre strict de l'institution. Après, donc, la dernière étape va être la revue client. On a déterminé donc le profil du client, l'activité, on surveille ces transactions. Si ça ne va pas souvent, on peut faire des déclarations. Ça ne veut pas dire que ces déclarations aussi, je tiens à le souligner, ça ne veut pas dire que ces déclarations sont forcément suspicieuses. On fait des déclarations de soupçons parce qu'on estime qu'il y a potentiellement des suspicions. Après, normalement, charge à la cellule de faire des enquêtes et de s'assurer ou pas s'il y a matière à engager une procédure judiciaire finalement. Si elle estime qu'il y a matière à, elle doit en reporter aux autorités locales. Si elle estime qu'il n'y a pas, ben, elle peut laisser tomber. Et ça n'engage pas après l'institution de savoir s'il y a eu ou pas poursuite. Et l'institution ne s'engage pas outre mesure à ce qu'il y ait une action juridique parce qu'elle a fait une déclaration. Elle reste vraiment dans le cadre de ses obligations professionnelles et la suite ne la regarde pas. Après, donc, la revue client, ça va être, donc, je le disais, on a identifié le client, on suit la relation, mais les profils du client peuvent être amenés à changer. Un client, ben, aujourd'hui, j'ouvre un compte étudiant. 10 ans après, je ne suis plus étudiant naturellement, je travaille, j'ai un salaire qui rentre. Donc, l'institution doit s'assurer de mettre à jour périodiquement le profil du client pour être sûr d'avoir la photo la plus actuelle possible. Et cette revue va être proportionnée aux risques qu'on a identifiés chez les clients. Lorsqu'on est sur des risques faibles, par exemple, on va avoir tendance à revoir donc l'identité, les vérifications dont on a parlé. On va le faire sur une période un peu plus éloignée, par exemple 3-4 ans. Lorsqu'on estime qu'on est sur des clients à risque modéré qu'on a identifié initialement, on va essayer d'adapter la revue et les faire peut-être sur 2 ans au lieu de 3-4 ans, parce qu'il y a un risque un peu plus élevé quand même que le risque faible. Et lorsqu'on est sur des risques élevés, donc la revue du client, c'est qu'on est vraiment face à un client qui a un risque élevé, on dit attention, ce client, ses activités ne nous semblent pas très claires, on va quand même le surveiller de très près. On ne peut pas le refuser de ne pas ouvrir un compte sous prétexte que de vue, on estime qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas, mais on a le devoir, au regard de notre approche des risques, de faire des diligences un peu plus rapprochées. Ça peut être par exemple une revue client qui va s'étaler sur 1 an chaque année. On va revoir, est-ce que le profil a changé, qu'est-ce que le client fait, est-ce qu'on a bien vérifié toujours que c'est lui le bénéficiaire final, est-ce que c'est une PPE, du coup au regard de son profil, est-ce que finalement ces opérations ont vraiment changé. Donc la revue client va porter sur ça. Et donc, elle doit être faite périodiquement en fonction du risque qu'on a identifié chez le client avec lequel on traite. Donc, voilà, globalement, un peu, c'est ça, donc, l'approche des risques et les enjeux que porte donc, cette diligence de KYC qui peuvent être compliquées dans un contexte africain où le cadre institutionnel aussi n'est pas aussi mature, encore une fois, qu'on peut l'avoir en Occident ou par ailleurs.
On va passer sur la slide d'après. D'accord. Alors, sur cette slide, l'idée, ça va être, donc, on a un dispositif LCBFT maintenant. Donc, est-ce qu'il est efficace? Aujourd'hui, la particularité aussi du continent africain, finalement, c'est l'émergence de tout ce qui est cette nouvelle donne de finances mobiles. On l'a dit un peu plus tôt, le taux de bancarisation est très, très faible en Afrique. La Banque mondiale l'estime à 20% environ et ça descend jusqu'à voire 12% en Afrique occidentale, notamment en Afrique de l'Ouest. Et on a parlé aussi du rapport qui peut être compliqué entre, entre la population parfois rurale et les opérations bancaires, soit parce que les agents ne sont pas toujours là, ou parce que les conditions tarifaires aussi des agences peuvent être compliquées. Et avec l'émergence donc de la téléphonie mobile, on a un nouveau phénomène donc, qui émerge et qui finalement apporte un peu une solution pour essayer d'inclure au maximum les populations africaines dans ces circuits financiers pour un peu soutenir le développement économique, si on peut dire. Là, on vous met quelques chiffres pour illustrer un peu ça. En 2018, le taux de pénétration mobile donc, en Afrique subsaharienne était de 44% environ, selon les données du GSCMA, qui est un groupe industriel qui recense vraiment l'industrie de la téléphonie mobile. Et ce taux est estimé à passer à 50% d'ici 2025. Et plus de 469 millions de personnes aujourd'hui ont un compte bancaire en Afrique. Et le nombre de transactions et le volume des transactions qui se passent en Afrique à travers la téléphonie mobile est l'un des plus élevés au monde. Donc, l'Afrique occupe plus de 60% des volumes mondiaux de transactions financières à travers les mobiles. Donc, ce qui pose vraiment les enjeux de l'inclusion financière. Et pour autant, cette industrie de la finance mobile est soumise au même contexte réglementaire strict que les banques traditionnelles. Donc, les enjeux demeurent primordiaux, tant les taux de bancarisation sont faibles, et en particulier aussi dans la zone franc, mais de plus en plus les autorités financières, et souvent avec l'appui des banques centrales, multiplient les initiatives pour vraiment augmenter les indicateurs de 44 qu'on passe à 50%, voire à essayer de bancariser toute une population pour soutenir le développement économique. Et peut-être pour souligner, donc le facteur de succès de cette finance mobile, on l'a dit, c'est vraiment le modèle de rupture qu'elle propose par rapport aux acteurs traditionnels de la finance. On a une disruptivité qui repose vraiment sur 3 piliers. L'expérience client qui va faire que c'est plus facile d'ouvrir un compte via une finance mobile. On a aussi la facilité du coup des diligences d'identification. Souvent, maintenant, en Afrique, on a des opérateurs qui proposent même de rejoindre les clients sur des sites pour leur proposer des comptes, donc des comptes de transactions, des équivalents de comptes bancaires électroniques sur téléphonie. Donc, mais il faut vraiment garder en tête que pour autant, les exigences de conformité s'appliquent au même titre aux acteurs traditionnels de la finance. Donc, ils sont aussi soumis à une réglementation très stricte en matière de conformité. Ils doivent faire du KYC. Ils doivent normalement surveiller leurs canaux pour s'assurer que des transactions délictueuses, des transactions suspectes n'y passent pas. Et aussi effectuer des déclarations de soupçons, le cas échéant, lorsqu'il y a des activités suspectes qui émergent. Donc, l'enjeu est bien évidemment donc, de respecter ces obligations tout en n'entravant pas l'innovation et l'inclusion financière qui est nécessaire quand même au développement de l'Afrique. Donc, chaque fois qu'une entreprise financière va accepter un nouveau client, elle doit procéder donc, à un contrôle d'identité approfondi selon donc, la nature du client, est-ce que c'est physique, société, le business model, les procédures KYC doivent être adaptées. Après, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la téléphonie mobile? Donc, le processus KYC que j'ai décrit plus tôt sur le suivi des clients doit s'adapter aussi, de l'acceptation du client, de l'identification du client, la surveillance et la gestion du risque qui en découle.
Et l'étape de vérification est vraiment primordiale ici parce qu'on est sur des activités souvent qui, même si leurs niveaux ne sont pas aussi, les montants qui transitent ne sont pas aussi élevés que dans la banque classique, il n'en demeure que souvent, ça peut être des canaux très faciles pour faire circuler de l'argent sale, et notamment en matière de financement du terrorisme, et surtout, comme on l'a dit, dans une zone subsaharienne africaine qui est vraiment en proie à ça de plus en plus. Donc voilà, après, cette problématique, donc, les enjeux du KYC sont bien sûr tout aussi toujours importantes dans la banque traditionnelle. Hein. Ça reste les mêmes problématiques que les banques d'ici. Il faut effectuer des KYC, il faut collecter des documents, et c'est peut-être là où la banque traditionnelle africaine peut pêcher, notamment en termes de moyens de surveillance, mais aussi dans la nature des transactions qui circulent, comme je l'ai dit, la liquidité très développée, l'argent liquide, le fait que l'argent liquide circule beaucoup, fait que la banque traditionnelle africaine a peut-être un peu plus moins de possibilités d'avoir des décisions aussi tranchées, aussi carrées qu'une banque européenne où dans la population locale, finalement, les notions de blanchiment sont assez diffuses finalement. Enfin, les populations sont plus conscientes de leurs obligations en matière de blanchiment qu'en Afrique où ces notions sont quasi inconnu, quoi. La proportion de population qui connaît ses obligations ou le fait qu'il doit contribuer à la lutte contre le blanchiment en Afrique, je ne vais pas m'aventurer à donner des chiffres, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors après, peut-être par rapport à cette problématique KYC, ce qu'on peut dire aussi, souvent quand on regarde les procédures qui sont initiées en Europe, aux États-Unis, par rapport à des opérations de corruption ou de blanchiment, souvent, ces procédures ont leur origine en Afrique. C'est-à-dire que les transactions qui sont effectuées dans le secteur immobilier ici, dans le secteur du luxe, souvent, c'est de l'argent de la corruption commis en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Tracfin a déjà publié un rapport là-dessus. La plupart des déclarations qu'elle effectue sont souvent concentrées sur des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Et les problématiques sous-jacentes sont souvent la corruption, le détournement de fonds. Et ces personnes vont faire transiter les fonds de banques, parfois implémentés en Afrique directement pour faire des opérations ici, ou souvent vont utiliser des sociétés d'intermédiation pour créer d'autres sociétés offshore et très souvent pour acheter de l'immobilier de luxe en Europe, en France ou aux États-Unis, ou de l'immobilier ou des objets de luxe dans l'industrie du luxe, des voitures, des vêtements, des chaussures, des mobiliers. Enfin, il y a souvent ces éléments qui reviennent très fréquemment et ça met vraiment en évidence la problématique de KYC qui est mal calibrée finalement en Afrique, soit parce qu'on n'a pas bien identifié le bénéficiaire effectif très souvent, ou on a mal identifié le PPA en question. Et encore une fois, ça peut ne pas être directement le dirigeant ou le parti politique lui-même, mais ça peut être un membre de sa famille, des personnes proches ou des collaborateurs très, très proches. Et souvent, ce calibrage est très mal identifié. Et on a aussi conjugué à ça des cadres juridiques fragiles, un continent qui est en proie à la corruption de manière endémique. Donc, tout ça fait que il est plus facile de détourner, et en toute impunité d'ailleurs, de l'argent en Afrique qui vont alimenter les blanchiments en Occident. Et très souvent, les régulateurs occidentaux, que ce soit en France ou aux États-Unis, sont beaucoup moins cléments qu'en Afrique. Et la conséquence va être des gels d'avoirs, donc des biens qui ont quitté l'Afrique, mais qui finalement vont se trouver confisqués ici et poursuivis parce que du coup, ces acteurs, ces personnes-là sont effectivement poursuivis en Europe, souvent à coup de sanctions pénales ou financières. Donc voilà, globalement, le contexte africain et les enjeux vraiment du KYC par rapport à ces problématiques de blanchiment et de financement du terrorisme. On va passer sur la slide d'après. OK. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment faire en Afrique?
Est-ce que on a parlé donc de la fragilité des institutions, on a parlé du cadre juridique laxiste, la corruption endémique, beaucoup abordé lors de la première session, notamment des cadres dirigeants africains. Quelles solutions donc on peut proposer pour inculquer cette culture conformité au sein des organisations professionnelles africaines? Infuser une culture, donc, est-elle un mythe finalement en Afrique? Je vais laisser peut-être Maître Konaté débattre un peu du sujet parce que lui, avec sa vision locale, aura peut-être un recul un peu plus approfondi pour nous éclairer. Konaté. Oui. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, c'est bon. On vous Oui, entend. on t'entend bien. Parfait. Je te laisse peut-être nous donner ta vision, voilà. Merci beaucoup, Alima. En complément de ce que tu as dit, par rapport au contexte africain, il y a lieu de rappeler, comme exactement tu l'as dit, que les pays africains sont tous engagés aujourd'hui dans un processus législatif qui a quasiment le même socle aujourd'hui. Tu as parlé de la Convention ONU-DC, tu as parlé de la mise en place des institutions comme Gafi, tu as parlé de la mise en place également d'institutions comme CENTIF. Toutes ces institutions se retrouvent dans nos États et toutes ces institutions ont à peu près le même cadre juridique, prise en charge dans le contexte africain, mise en œuvre dans le contexte africain, même si la problématique de l'effectivité se pose. C'est là-dessus que je rappelle simplement aux uns aux autres qui sont autour de ce séminaire-là aujourd'hui, comment il est impérieux de prendre connaissance non seulement de ses engagements, de ses obligations, lorsqu'on est professionnel, non seulement dans les institutions financières, mais au-delà des institutions financières. Je pense particulièrement aux avocats et tous les professionnels qui interviennent aujourd'hui en matière de maniement de fonds aujourd'hui et qui ont à leur charge cette obligation essentielle de déclaration de soupçons. Pour parler aujourd'hui des CENTIF, la difficulté des CENTIF aujourd'hui, c'est que c'est des administrations qui sont toujours perçues comme étant des administrations de contrôle d'une part et des administrations répressives d'autre part. Le gros de la difficulté en Afrique, ce sont les banques qui ne jouent pas leur rôle à ce niveau. Ce sont les banques qui ont tendance à prendre en charge la relation clientèle aujourd'hui et de la préserver plutôt que de pouvoir indiquer, de pouvoir se soumettre aux obligations de la loi. En termes clairs, par exemple, en tant que ministre, j'ai vu une structure bancaire de la place recevoir des fonds relativement importants au nom d'une personne qui avait ouvert en qualité de personne physique et derrière en faisant une déclaration d'activité liée aux mines, l'extraction minière, mais traditionnelle. Or, il était établi lorsque les quantités d'argent avaient été importantes, lorsque le poteau rose avait été détecté, qu'il n'y avait aucun lien entre cette personne physique d'une part et le montant relativement important des sommes qui étaient déposées. En moyenne, c'était environ 4 milliards, 4 milliards 5, je ne sais pas combien ça représente en euros, c'est environ 5, voire 6, voire 7 millions d'euros et sur une période relativement courte. Et lorsque les enquêtes ont commencé, parce que les déclarations de soupçon n'avaient pas été faites ou n'avaient pas été faites convenablement, et que CENTIF a été sur le coup, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une fausse déclaration professionnelle et que l'appartenance à cette catégorie professionnelle n'était pas susceptible de générer des revenus aussi importants. Donc, au niveau des banques, on a pas mal de difficultés. Et je me souviens à l'époque qu'avec le ministre des Finances, nous avons réuni l'ensemble des banques de la place pour attirer leur attention sur ces défaillances-là pour lesquelles ils pouvaient éventuellement engager leurs responsabilités. Et nous avons détecté également que les transactions bancaires qui se faisaient au niveau communautaire, particulièrement au niveau des 8 pays de l'UEMOA, n'étaient pas très regardants des déclarations de soupçon parce qu'il y avait des quantités importantes qui se déplaçaient au nom de structures qui n'existaient pas véritablement. Je donne l'exemple de cette ONG qui déposait bon an, mal an environ 50 millions de francs CFA. C'est l'équivalent de
100 000 euros tous les matins sur une période relativement importante. Et cette ONG déposait de l'argent pour une région du Mali où elle attestait que ces sommes-là devraient contribuer à la construction de bâtiments au titre de la bienfaisance dans cette région-là. Et par finir, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun bâtiment de construit, il n'y avait absolument aucune activité de bienfaisance. Et d'ailleurs, on a très vite fait de faire le lien entre ces dépôts d'argent et ces groupes criminels qui se sont retrouvés donc dans des opérations et dans des actes de terrorisme assez importants. Et les professionnels eux-mêmes, particulièrement les experts comptables, encore plus particulièrement les avocats et les notaires, ne sont pas toujours conscients de l'obligation de déclaration de soupçons qui pèse sur eux. Je donne juste un exemple. Quand vous êtes avocat, que vous avez un client habituel depuis 10, depuis 15 ans, depuis 20 ans, voyons, et qui mène des activités chiffrées pour un maximum de 20 millions, et qui passe subitement à une activité de 200 millions, la marge entre 20 et 200 millions font 180 millions, vous êtes dans la situation de déclarer le soupçon, et bien évidemment, la déclaration de soupçon vous fait courir le risque éventuel de perdre un client, mais en ne le faisant pas, il faut juste s'assurer que vous vous exposez à des sanctions, et souvent, c'est des sanctions pénales au titre de la complicité. Je poursuis également pour parler donc de l'importance des CENTIF. Et le Nigeria avait particulièrement attiré l'attention des autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment les 8 États de l'UEMOA, quant au caractère hautement anormal des transactions financières qui se faisaient en liquide. Les commerçants du Bénin, les commerçants du Mali, les commerçants du Niger, les commerçants du Burkina Faso se déplacent avec des quantités importantes d'argent pour aller acheter des produits aussi importants au niveau du Nigeria. Et c'est au niveau du cordon douanier qu'on se rend compte justement de cette situation, parce qu'avec les complicités douanières, les gens rentrent avec du liquide. C'est quand ils ressortent avec des quantités importantes de marchandises au niveau du dédouanement que l'on se rend compte que les transactions ne sont pas passées au niveau de la banque. Donc là, le rôle des CENTIF est tellement important qu'il faut les renforcer. Il faut non seulement les renforcer, mais en même temps, il faut qu'il y ait une coopération assez franche entre les CENTIF. Je me souviens également de cette transaction qui était passée au niveau des banques du Mali et pour aller au niveau du Sénégal, concernant une personnalité politique qui occupait des fonctions ministérielles et dont l'épouse était dans le médical, environ 3 ou 4 millions d'euros qui s'étaient déplacés dans des conditions assez banales au Mali, qui n'avaient pas été arrêtés, mais qui ont été arrêtés. Ces opérations ont été arrêtées à partir du Sénégal, lorsque CENTIF Sénégal a donné l'alerte à CENTIF Mali et que des enquêtes ont commencé à ce niveau. On a commencé par séquestrer les biens, et là aussi c'est une difficulté. Chaque fois que CENTIF arrive à mettre la main sur des biens qui sont séquestrés dans ces conditions, parce que simplement il y a une déclaration de soupçon, on trouve toujours un juge indélicat qui vient libérer les fonds et qui donne la possibilité donc à la personne de reprendre les fonds à ce niveau-là. J'attire particulièrement l'attention sur l'absence de coopération policière, encore plus sur l'absence de coopération douanière sur ce domaine-là, en ce que les gens se déplacent avec des quantités importantes en liquide au niveau de cordon douanier sans que cela ne fasse l'objet de déclaration de soupçon, parce que le douanier voit mais n'alerte pas, le policier voit mais n'alerte pas, et lorsque la coopération judiciaire est en manque également, le criminel en col blanc a plus de facilité à passer les frontières aujourd'hui que le policier ou le gendarme ou le juge d'instruction, parce que les mandats encore entre Bamako et Dakar, entre Bamako et Abidjan, entre Bamako et Niamey, entre Bamako et Ouagadougou, entre Bamako et Lomé, prennent tellement de temps qu'ils sont transmis par la voie diplomatique d'une part et en même temps par le biais du circuit judiciaire. Or, vous savez que nous avons un agrément unique au niveau bancaire aujourd'hui qui fait que lorsque l'on donne un agrément à une banque de la place, la banque pour laquelle agréée s'installe dans les 8 États parties dans les mêmes conditions et se déroule donc son activité de banquier en passant des opérations relativement importantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une carte de crédit qui est remise par une banque comme Ecobank, pour ne pas la citer, ou comme la BOA, pour ne pas la citer, ou comme Attijari Wafa Bank, pour ne pas la citer non plus, permet
de tirer de l'argent à partir de Dakar pour un compte bancaire qui est ouvert à Bamako à la suite d'une opération de blanchiment dont l'origine est à Lomé, par exemple. Voyez-vous, au niveau bancaire, le criminel va plus vite que la justice, va encore plus vite que la douane, va encore plus vite que la police ou les autorités de poursuite à ce niveau. Donc, la difficulté véritablement, c'est la mise en œuvre d'une coopération au plan policier d'une part, mais d'une parfaite coopération au plan de la justice et faire en sorte aujourd'hui que les actions qui se déroulent puissent aller aussi vite que l'on peut mettre sa carte de crédit pour tirer de l'argent en étant conscient que le caractère illicite de cet argent peut permettre aujourd'hui d'anéantir un ensemble de choses. Pour juste terminer sur ce point-là, pour avoir été ministre, je sais que 90% des opérations d'attentats, des opérations terroristes, des actes terroristes qui se déroulent dans la sous-région Ouest Afrique et principalement dans le Sahel partent donc d'opérations bancaires plus ou moins, partent de dissimulation au travers de sociétés qui se dissimulent, particulièrement les ONG et celles qui interviennent aujourd'hui avec les obédiences religieuses sans jamais mettre en cause aucune des obédiences religieuses. On sait par exemple que l'attentat d'un hôtel le plus important de Bamako a fait une combinaison de la banque, des transactions financières à partir de Orange Money et aussi des structures juridiques qui sont montées aussi rapidement, ce qui fait qu'avec la téléphonie mobile, ça va très vite aujourd'hui et c'est des opérations qui peuvent éventuellement avoir non seulement un coût important en matière de concurrence déloyale, mais peut exposer également nos structures du point de vue de la sécurité. Voilà en 2 mots ce que j'aurais pu dire en complément de ce que tu as dit. Merci beaucoup, Konaté. Peut-être pour rajouter un peu un petit plus pour aller vraiment dans un autre domaine, peut-être aussi il y a une action de sensibilisation qui doit être faite à l'échelle de l'opinion plus globalement. Je ne sais pas, pour essayer de vulgariser finalement ce concept de lutte contre le blanchiment pour que la population comprenne les enjeux que ça comporte. Parce que oui, bien sûr, il faut appuyer sur les organisations, le cadre institutionnel, mais parfois en Afrique, même le cadre aussi institutionnel a besoin des programmes peut-être structurés de formation et d'assistance technique pour les aider pour aussi renforcer les institutions en place dans cette lutte de manière suivie contre le blanchiment des capitaux en Afrique. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui donne l'autre côté peut-être que nous n'avons pas à l'échelle de l'État. On peut peut-être passer à la slide d'après, Anne-Sophie. Là, je vais laisser la parole à Pierre, hein, qui va aussi nous parler un peu de son expérience dans le cadre plus du commerce international et au regard notamment du rôle que jouent les banques de développement dans l'inculcation finalement d'une culture conformité en Afrique. Pierre, je te donne Oui, bonsoir. Très succinctement, parce que l'heure tourne, dans le cadre donc de ce webinaire, on doit évidemment aussi parler du rôle des banques de développement et de leur programme à la fois de compliance et de sanctions, puisque ces institutions jouent un rôle important dans l'infusion d'une culture de compliance à travers les opérations financières qu'elles financent. C'est évidemment la Banque mondiale, mais aussi la Banque africaine de développement et les autres banques qui interviennent sur l'Afrique. Dans le cadre et à travers leur programme, elles ont prononcé un grand nombre de sanctions et donc interdit le bénéfice de leur financement à beaucoup d'entreprises et notamment beaucoup d'entreprises internationales. Pour mémoire, je crois qu'il convient de mentionner l'existence des programmes de cross-debarment avec les programmes d'exclusion donc mutuelle qui, depuis donc un accord du mois d'avril 2010 entre ces différentes institutions, permet en fait d'appliquer la sanction dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la décision initiale par les différentes institutions. Voilà, donc ça, c'est un élément qu'il est important de connaître, puisque ces institutions
applique grosso modo les mêmes sanctions. Voilà, est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Donc, en 2018, la Banque mondiale a sanctionné 72 entités et individus pour des pratiques frauduleuses ou de corruption, de collusion, d'obstruction, de pratiques coercives ou de différents abus, qui entraînent évidemment l'inéligibilité à participer aux projets financés par la Banque mondiale, souvent pour des périodes assez longues, qui peuvent éventuellement être raccourcies en fonction de la coopération et de la bonne volonté qui est montrée avec les instances de compliance de ces différentes institutions. Voilà, je te repasse la parole, Halima. Merci Pierre. Sur la slide d'après, Anne-Sophie, s'il te plaît. Là, oui, on va parler peut-être des sanctions internationales, notamment dans le domaine pénal. Je vais laisser la parole du coup à Mathias, qui est spécialiste sur Bonsoir à tous. Merci Halima. Je serai moi aussi bref pour vous donner juste un état des lieux un petit peu ce qu'on appelle le régime répressif du blanchiment, c'est-à-dire les sanctions qui sont prévues en droit français et dont on observe une double tendance, une tendance à l'aggravation des peines qui sont prononcées, mais aussi un élargissement du champ des responsabilités qui sont retenues par les juridictions pénales françaises. Pour ce qu'on appelle le blanchiment simple, c'est-à-dire les éléments qui vous ont été donnés tout à l'heure par Halima s'agissant de la caractérisation de l'infraction, c'est 5 ans de prison pour les personnes physiques jusqu'à 375 000 € d'amende. Et en cas de blanchiment aggravé, c'est-à-dire dans l'hypothèse où celui-ci est réalisé en bande organisée ou s'il est commis de façon habituelle en utilisant des facilités que procure un exercice professionnel, alors là, la peine est de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende. Il y a un principe en droit français qui est pour ce qui relève des personnes morales, c'est le quintuple de l'amende qui est retenu. Et donc, pour les personnes morales, on va jusqu'à 1 875 000 € d'amende en cas de blanchiment simple et 3 750 000 € d'amende en cas de blanchiment aggravé. J'ajoute, parce que c'est important, que pour rendre la peine d'autant plus dissuasive, la loi de 2013 a également un mécanisme qui permet de faire en sorte que les peines d'amende puissent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Et là, évidemment, ça peut aller très au-delà des 3 750 000 € d'amende. 2 exemples, parce qu'ils sont assez caractéristiques aussi de l'évolution qui est celle de la procédure pénale et qu'on a dressé un petit peu ensemble lors du premier webinaire, c'est les affaires UBS et HSBC. Ce sont des banques suisses, vous le savez, et donc là, on est dans un schéma de blanchiment de fraude fiscale. Il se trouve que ces 2 banques, parce qu'elles ont eu 2 stratégies procédurales différentes, ont été condamnées dans des termes, alors ce qui leur a été reproché n'était pas tout à fait de même nature, mais dans des termes assez différents. Pour prendre le cas d'HSBC, vous avez une condamnation in fine qui est de 300 millions d'euros, mais qui n'est pas une condamnation au sens traditionnel du terme, puisque c'est une transaction qui a été conduite avec le procureur national financier. Une transaction, c'est ce qu'on appelle plus précisément une convention d'intérêt judiciaire public. Au fond, la banque a négocié sa peine et a estimé que à 300 millions d'euros, ce qui est quand même assez significatif, il y avait 142 millions d'euros de dommages et intérêts et plus de 157 millions d'euros d'amende au titre de l'intérêt public, il y avait matière à négocier sa peine. Pour vous donner juste quelques éléments, qu'est-ce qui avait conduit à
à la condamnation de la banque, c'était l'ouverture de comptes non nominatifs codés par une suite alphanumérique qui permettait la confidentialité. C'était un service de banque restant permettant de conserver le courrier au sein de la banque. Et c'était également le fait que les services de la banque permettaient à des clients de faire déposer des fonds en Suisse ou de disposer de ces fonds. Au fond, tout un processus qui avait vocation à permettre l'évasion fiscale de certains contribuables français. Il y a une autre affaire qui est évidemment extrêmement célèbre, qui sera jugée, elle, à nouveau en appel en mars 2021, c'est l'affaire UBS. Et l'affaire UBS, c'est 4,5 milliards d'euros d'amende, avec 3,7 milliards d'euros au titre de l'amende d'intérêt public et 800 millions d'intérêts 800 millions d'euros de dommages et intérêts. Alors, quand on resitue cette peine, qui est évidemment la peine la plus importante, la sanction la plus importante en droit français, on se rend compte qu'on reste quand même en deçà des sanctions qui peuvent être celles qui sont prononcées par exemple aux États-Unis, notamment dans l'affaire des subprimes, où vous avez Bank of America qui avait été condamné jusqu'à 16 milliards de dollars de sanctions. On avait beaucoup également parlé de l'affaire BNP. C'était un sujet différent puisqu'il s'agissait d'un embargo, mais là encore, c'était allé jusqu'à près de 8 milliards de dollars. Donc ça, c'est sur le volet blanchiment de fraude fiscale. En revanche, pour ce qui relève, et là on rejoint davantage notre sujet, les questions qui sont en lien avec l'Afrique, il y a eu évidemment la condamnation, vous le savez, de Théodore Obiang, qui avait été confirmée par la Cour d'appel de Paris à 3 ans d'emprisonnement et 30 millions d'euros d'amende. Et ce qui est intéressant, c'est que le tribunal avait insisté sur les intermédiaires, alors qu'ils n'avaient pas été poursuivis. Mais voilà ce que disait le tribunal. Il pointait la complaisance des banques par lesquelles de nombreux flux financiers frauduleux avaient pu transiter sans qu'aucune déclaration de soupçon ne soit faite par les établissements financiers. Et il stigmatisait une filiale de la Société Générale ainsi que la Banque de France, dont elle indiquait qu'il y avait eu un rôle déterminant dans l'acquisition de biens immobiliers de M. Obiang et d'un compte de passage utilisé. Donc là, c'était déjà une première sensibilisation au fait que les intermédiaires pouvaient être en ligne de mire. Et le parquet national financier a je dirais, accentué cette tendance en faisant une déclaration au journal Le Monde à l'occasion d'une mise en examen d'un intermédiaire qui était un avocat parisien français dans l'affaire dite des biens mal acquis qui concerne notamment le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon, où vous avez tout un tas d'intermédiaires qui aujourd'hui sont mis en examen. Vous avez un avocat parisien, vous avez un notaire parisien, et vous avez également la dirigeante de l'agence immobilière et sa filiale au Gabon qui ont été mises en examen. Alors, pour l'instant, évidemment, toutes ces personnes sont présumées innocentes, mais ça peut augurer d'un futur renvoi devant le tribunal correctionnel, et auquel cas, c'est la démonstration qu'aujourd'hui, il y a de la part des autorités judiciaires françaises une volonté d'embrasser le plus large spectre de champs de responsabilité, y compris lorsqu'il s'agit d'intermédiaires, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, en France ou à l'étranger. Voilà pour ce que j'avais à dire sur les sanctions en droit français. Merci beaucoup, Mathias. Je vais peut-être rajouter juste un point donc, qui n'est pas dans le cadre pénal français, mais il y a aussi au regard des régulateurs qui encadrent donc, les activités des institutions financières, donc le Code monétaire et financier français, qui prévoit aussi des amendes. Alors, les infractions ne sont pas forcément cumulables, mais souvent les autorités donc, de régulation peuvent aussi se saisir des problématiques. Je l'évoquais par exemple lorsqu'un régulateur financier intervient dans un établissement, il va demander le programme de lutte contre le blanchiment. Et donc, le Code monétaire et financier donc, prévoit des sanctions
lorsque le régulateur trouve des failles, et ces sanctions vont parfois jusqu'à 5 millions d'amendes pour les sociétés, ou le double du profit retiré du manquement qui aura été constaté. Et je le disais aussi, lorsqu'on parle de déclaration de soupçon, lorsque l'institution effectue une déclaration de soupçon auprès de l'autorité de régulation, il est interdit de divulguer le contenu de cette déclaration. Et en France, lorsqu'on divulgue le contenu d'une déclaration de soupçon, on s'expose jusqu'à 22 500 € d'amende pour la personne concernée. On va peut-être passer à la slide d'après. Ça, c'était le contexte français. Et dire quelques mots sur le contexte américain. On a beaucoup parlé de l'extraterritorialité américaine et de leur force de frappe. Mathias parlait tout à l'heure du cadre théodorin Obiang. Et la banque, donc, il y a eu aussi des activités de corruption, de trafic de blanchiment qui ont eu lieu aux États-Unis par ce dirigeant. Et les États-Unis ont sanctionné la banque en question qui effectuait des opérations donc, pour Théodorin Obiang. Et la sanction a porté notamment jusqu'à, je crois que le montant pour la banque était de 30 millions, on le voit, 25 millions pour la banque, pardon, par la FinCEN, donc, qui est donc la cellule de renseignement financier américain, qui a condamné à 25 millions la banque RIX. Et elle a été après condamnée aussi par le département de justice américain pour violation de la Bank Secrecy Act à hauteur de 16 millions. Et les faits reprochés étaient du même ordre qu'en France. On avait estimé qu'environ 35 millions de dollars avaient été détournés par le dictateur et que la banque RIX avait laissé ces transactions passer par ces canaux sans effectuer des déclarations et donc a couvert une opération de blanchiment. Et contrairement à la France, peut-être, donc plusieurs acteurs juridiques en fait peuvent sanctionner. Et dans le cas de la banque RIX, donc il y a eu la FinCEN, mais aussi le département de la justice qui a à chaque fois infligé des amendes assez élevées. Je vais peut-être laisser Pierre dire un mot sur le cas Mahmoud Cham aussi, qui a eu lieu aux États-Unis. Oui, c'est un cas intéressant puisqu'il s'agit d'un ancien ministre qui donc, a été sanctionné extrêmement sévèrement à 7 ans de prison et qui est en prison actuellement pour avoir touché de sociétés chinoises des commissions qui ont été versées à Hong Kong et qui ont été dépensées aux États-Unis dans des biens immobiliers. Et donc, à travers la corruption elle-même n'a pas été commise aux États-Unis, mais l'utilisation des fonds a été faite aux États-Unis via donc, ce qui a été considéré comme une infraction aux règles anti-blanchiment américaines. Et donc des sanctions extrêmement exemplaires. À noter que je pense que l'Afrique est le seul continent qui comporte d'anciens hommes politiques qui sont en prison aux États-Unis. Ça n'est pas le cas des hommes politiques européens, par exemple. Merci Pierre. Je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. On a un peu débordé, désolé. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique. On vous laisse peut-être poser des questions rapidement. On peut prendre les questions si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Alors effectivement, on a quelques questions par le chat qui nous sont arrivées. D'accord. La première qui concerne, alors ça a été un petit peu évoqué, je pense, par toi, Lima, et par Mathias, le paiement des honoraires d'un avocat, par exemple, qui serait pénaliste et qui aurait un client soupçonné de blanchiment. Est-ce qu'il peut accepter cet argent pour être réglé de ses honoraires? Alors, je vais peut-être laisser Konaté ou Mathias, en leur qualité d'avocat pour... Mathias fait du pénal, il est bien indiqué pour ça. D'accord. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est ancien, qui est de savoir si jamais on peut payer avec l'argent du crime, en quelque sorte, pour dire les choses de manière un peu brutale. Il y a un principe qui est évidemment celui des droits de la défense, qui fait que pour qu'elle soit effective, on puisse régler les honoraires de son avocat. Néanmoins, les avocats, et Mamadou l'a dit à juste titre, ont également des obligations de vigilance
s'agissant des fonds qu'ils reçoivent, mais dans le cadre de la défense, des activités juridictionnelles en particulier au pénal, elles sont plus souples. Et puis, en particulier, s'agissant de personnes qui ne sont pas jugées, elles sont présumées innocentes. Et dès lors, il n'y a pas de raison de les empêcher de régler leur avocat. Merci beaucoup. On a une autre question, toujours de Simon, qui vous demande s'il n'y a pas de règle de non bis in idem pour Obiang. Alors, je vous félicite déjà pour cette question qui démontre que ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, au dernier webinaire, a prospéré. Vous avez parfaitement raison d'avoir ce réflexe. Il y a un principe qui fait qu'on ne peut pas être condamné 2 fois pour les mêmes faits, mais en l'occurrence, ce sont des faits distincts. C'est la même personne, mais ce sont des faits distincts, puisque les opérations pour lesquelles Obiang a été condamné en France, c'est essentiellement l'achat de biens immobiliers à Paris ainsi que des dépenses somptuaires s'agissant d'un certain nombre de vêtements et autres dépenses d'apparat. Et aux États-Unis, j'imagine que ça devait concerner des dépenses aux États-Unis. Disons qu'aux États-Unis, c'est surtout la banque qui a beaucoup pris cher, on va dire, parce que peut-être pour resituer, cette banque, c'était vraiment la banque comment dire, des fonctionnaires un peu étrangères, des ambassades. Cette banque était beaucoup connue pour ça et elle effectuait des opérations pour d'autres dirigeants partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Chili. Et il y a eu une conjugaison d'opérations avec cette banque qui ont fait qu'elle s'est retrouvée au milieu de beaucoup de problèmes, de trafic. Il y avait le cas du dictateur Pinochet, par exemple, et ça avéré que c'est elle qui avait aussi effectué des transactions pour ce dictateur. Donc, c'était un peu la banque des dirigeants étrangers. Et la banque a pris cher puisqu'elle était limite au bord du dépôt à cause des amendes et elle a été finalement rachetée par une autre structure, donc elle n'existe plus à ce jour. Merci beaucoup. Alors, a priori, il n'y a plus d'autres questions. Donc, moi, j'ai simplement 2 petites informations à transmettre aux personnes qui ne sont pas encore là et merci d'être restés. La prochaine session, donc notre 3e webinaire des Jeudis de la Compliance, ce sera l'année prochaine, en 2021, sur le thème du... bon, alors, évidemment, toujours autour de la compliance, mais plus là, au niveau du commerce international et vraiment focalisé sur l'Afrique dans le commerce international, entre corruption, blanchiment et détournement de deniers publics. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous, y compris l'année prochaine. La deuxième chose que je voulais vous dire, puisqu'on a eu quelques petites demandes au dernier webinaire, c'est que nous ne délivrons pas d'attestation de présence pour ce webinaire. Vous ne pouvez pas le faire valider au titre de la formation continue. Voilà, pour les avocats qui nous suivent. Merci beaucoup encore à tous. Alima, je ne sais pas si tu as quelques mots de plus à ajouter. Non, tu as dit l'essentiel. Hein. Très bien. Merci à tous. Alors, bien sûr, dernière chose, oui, je vois que très bonne question pratique. Oui, bien sûr, comme la dernière fois, le replay sera disponible sur YouTube. Et si jamais vous souhaitez recevoir les slides en plus, n'hésitez pas, je vous mets dans le chat mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que je vous indique si vous souhaitez disposer de la présentation en plus. Voilà. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.